fréquence protestante. Les temps modernes, les temps modernes. Laurence Roufouillet. Bonjour à tous, bienvenue dans les temps modernes, une émission qui vous invite à explorer les enjeux du nouveau monde. Notre ambition avec les temps modernes est de vous apporter des éclairages d'experts et des approches éthiques sur tous ces sujets qui pourraient broyer l'individu si l'on y prenait garde. En France, les entreprises sont avant tout des acteurs économiques. Dans un système capitaliste comme le nôtre, leur objectif premier est de générer et de redistribuer du profit. Jusqu'ici, rien d'étonnant. Pourtant, depuis quelques années, des entreprises s'engagent, par obligation ou volontairement, sur des terrains où on ne les attend pas forcément. Les préoccupations autour du bien-être au travail des salariés ne cessent de croître, et peut-être plus encore depuis un an. Mais les entreprises accordent aussi de plus en plus d'attention à l'impact de leur activité sur l'environnement, et ce, tout au long de la chaîne de production, d'ailleurs qu'ils produisent des biens ou des services. C'est ainsi qu'est apparue la RSE, qu'on appelle responsabilité sociétale ou sociale parfois des entreprises. La RSE qui est une déclinaison des attentes en matière de développement durable. Elle a pour objectif de concilier ou peut-être de réconcilier les aspects économiques, sociaux et environnementaux. Alors, les entreprises ont-elles une mission sociétale ? C'est ce dont nous débattrons aujourd'hui avec nos trois invités que je vais déjà vous présenter rapidement. Alors, Anne-Laure Taponnier, que nous aurons tout à l'heure en ligne et qui est directrice des ressources humaines et des innovations sociales chez Garance. Julien Brézin, qui est directeur général de Great Place to Work, et Salia Marié, directrice des opérations de l'agence Label Lucie. On rentrera un peu plus en détail sur ces labels et ces organisations, mais je vais commencer avec vous, Anne-Laure Taponnier. Bonjour. Bonjour Laurence. Alors Garance est une mutuelle qui propose des produits de prévoyance, de retraite et d'épargne aux indépendants, artisans et commerçants, donc un métier que votre entreprise exerce depuis plus de 30 ans. Alors pourquoi vous vous êtes intéressé à la RSE ? Alors déjà, pour revenir un peu sur Garance, on ne se limite pas à notre statut de mutuelle ou d'assureur, mais notre volonté est très tôt, ça a été d'accompagner nos clients et leurs proches dans la durée et en toutes circonstances. Et c'est en ce sens, quand je dis qu'on ne se limite pas à notre statut de mutuelle, que finalement on a intégré très tôt la RSE dans notre stratégie. Parce que pour nous, c'est vraiment fondamental, ça fait partie intégrante de notre stratégie. J'allais dire, ça va encore au-delà, puisqu'on a défini notre raison d'être. Et dans le cadre de notre raison d'être, on met vraiment en avant toute notre volonté d'aller dans ce sens, puisque notre raison d'être, c'est d'être un partenaire de l'économie de proximité, engagé, solidaire et responsable. Alors Donc elle fait vraiment résonner les valeurs qu'on porte aujourd'hui. Un thème particulièrement utile aujourd'hui, l'économie de proximité. On sent que ça fait vibrer tout le monde. Oui, tout à fait. Donc, racontez-nous. Encore plus aujourd'hui avec la crise actuelle. C'est clair. Mais c'est voilà. Et après cette raison d'être, c'est pas, j'allais dire, ce n'est pas suffisant de parler de cette raison d'être, mais ce sont toutes les actions que nous menons autour de cette raison d'être et autour de nos valeurs, que sont l'engagement, la confiance, la transparence, le fait d'être responsable, qui nous démontre bien que Garance c'est une entreprise engagée et une entreprise qui met la RSE au cœur de sa stratégie. Alors cette responsabilité, comment elle se manifeste par exemple par rapport à votre cœur de métier ? On parle aujourd'hui de la finance verte, c'est aussi parfois des choix dans les produits que vous proposez ? Oui, alors c'est des choix dans les produits qu'on propose, c'est les choix en termes d'engagement, puisque en fait on a vraiment des engagements en faveur de la transition énergétique. Et on a fait de l'investissement socialement responsable vraiment un axe principal de notre stratégie. Et on a pris des engagements pour renforcer notre action qui vise à protéger notre planète et ses ressources. Donc ça se traduit par exemple dans vos locaux, dans les locaux que vous utilisez ? Alors ça se traduit dans les locaux, ça se traduit dans nos investissements locatifs également, dans les investissements que l'on fait en termes
comment dire, par rapport aux actifs que l'on place. Par exemple, on a investi 120 millions d'euros dans des immeubles qui sont certifiés ou labellisés pour leur qualité énergétique ou qui répondent à des critères sociaux. D'accord, donc ce que vous dites, c'est pas n'importe quel placement uniquement pour le rendement. On va choisir certains placements parce qu'il y a une valeur ajoutée qui est une valeur environnementale. Ouais, c'est ça. Donc en fait, on fait très attention à nos placements. On soutient les énergies renouvelables. On contribue à la lutte contre le réchauffement climatique également à travers nos placements. On limite les investissements dans les énergies qui ne sont pas renouvelables. Par exemple, on a investi 50 millions d'euros en 2019 dans un fonds bas carbone qui est labellisé ISR, investissement justement socialement responsable, qui répond à des objectifs qui sont en lien avec notre responsabilité sociétale. D'accord, donc il y a pas de dichotomie ou d'opposition dans le fait, effectivement, entre guillemets, une entreprise est là pour générer un profit, pour faire de l'argent, mais on peut le faire d'une manière différente. Alors, je crois que vos actions en termes de RSE, Anne-Laure, elles se déclinent aussi jusqu'à vos équipes, vos salariés. Quel type, par exemple, d'actions vous avez mis en place auprès de vos collaborateurs? Alors, on développera tout à l'heure sur le plateau et avec nos invités le côté sociétal et le côté environnemental, mais vous, par rapport à vos collaborateurs, concrètement, par exemple, qu'est-ce que vous avez choisi? Alors déjà pour nous, j'allais dire, et encore moi, encore plus en tant que DRH, je suis vraiment convaincue que l'humain, il doit être au cœur de nos préoccupations et au cœur de notre stratégie. Et d'ailleurs, dans notre stratégie Avenir 2025, on souhaite vraiment faire du collectif Garance. Quand je parle du collectif, c'est tout le groupe Garance, hein, que ce soit nos collaborateurs, mais également nos élus, nos partenaires. Vraiment l'atout numéro 1 de notre entreprise. Alors, on a choisi différentes actions. Déjà, on a choisi tout ce qui, vraiment, nous, on met un fort engagement autour de la diversité et de l'inclusion, qui sont vraiment une source de richesse au sein de l'entreprise. Donc, par rapport à cette inclusion, alors bien sûr, il y a tout ce qui est lié à la parité homme-femme, mais au-delà de la parité homme-femme, il y a vraiment tout ce qu'on peut mettre en place, que ce soit pour les travailleurs handicapés, que ce soit pour l'inclusion de profils plus jeunes ou plus âgés. Et donc vraiment, finalement, ce qui fait notre richesse, c'est vraiment cette diversité et cette mixité. Donc par exemple, ça se traduit dans votre manière de recruter? Alors ça se traduit dans notre manière de recruter, oui, mais pas que. Alors dans notre manière de recruter, j'allais dire oui, dans le sens, alors pour nous, ce qui est avant tout primordial, ce sont, j'allais dire, c'est le profil et ce sont les soft skills du collaborateur. Donc les savoir-être. Du candidat ou de la candidate. Voilà. Pardon. Le savoir-être. Ça, je le dis pour nos auditeurs. Ça. Nous, on sait peut-être ce que c'est, mais pas forcément tout le monde. Au-delà des compétences techniques, il y a un savoir-être des collaborateurs individuellement et puis en groupe aussi. Voilà. Donc ça, c'est pour nous. Alors, on a créé toute une grille de compétences comportementales qui sont, j'allais dire, des compétences de tout garancien et garantienne. Et ça, c'est vraiment un atout, vraiment un point qu'on regarde lors des recrutements. Après, dans des directions ou des départements qui sont aujourd'hui soit très féminins, soit très masculins, on s'est fixé un objectif de proposer aux managers au moins un nombre de candidats et de candidates équivalents. D'accord. Parce que voilà, après, j'allais dire, on ne va pas recruter un candidat parce que c'est un homme ou une candidate parce que c'est une femme. Hein. Ce qu'on met vraiment en avant, ce sont ses compétences. Mais à compétences égales, quand on a au sein d'une direction une disparité entre les deux sexes, on privilégiera l'un ou l'autre. D'accord, donc il y a une espèce de rééquilibrage qui va être en tout cas proposé. Après, bien sûr, ce que vous disiez, c'est que le choix, il se fait aussi sur le CV et sur les compétences. Sur les compétences, c'est important. Voilà. Moi, je voulais savoir si vous avez observé un impact de ces actions sur, alors, d'une part, la satisfaction de vos équipes, peut-être aussi la fidélisation des équipes, et éventuellement aussi sur l'approche de vos clients. Alors, par rapport à nos équipes, oui.
parce que on voit qu'on a des équipes qui sont engagées. Alors ça fait la 5e année qu'on est dans le palmarès Great Place to Work. Donc si on arrive à rester, à être toujours présent dans ce palmarès, on a une performance vraiment sur la durée au sein de ce palmarès. Et une progression, je crois. Hein. Vous montez dans le palmarès d'année en année, d'après ce que j'ai compris. Alors, on est monté d'année en année. Cette année, on est à la même place que l'année dernière, mais voilà. Vous faites une pause. Et en même temps, j'allais dire une pause. C'est vraiment entre parenthèses parce qu'on a gardé quand même. On est toujours 11e là au classement, donc qui est vraiment une belle place. Et j'allais dire et c'est une reconnaissance des collaborateurs. C'est vraiment une reconnaissance des collaborateurs par rapport à ce qu'on met en place, mais on les implique aussi beaucoup dans ce qu'on est amené à mettre en place, parce que pour nous, effectivement, les idées ne viennent pas forcément que des directeurs ou des responsables. Mais ce qui est important, c'est qu'on ait aussi des idées qui viennent de nos collaborateurs pour répondre à leurs besoins. Ça, c'est caractéristique de vos actions aussi, c'est-à-dire que vous faites de l'innovation interne. Alors, on fait de l'innovation interne. Alors ça fait effectivement, on a lancé l'année dernière, fin 2020, on a lancé un challenge de l'innovation où on a eu un taux de participation qui a été vraiment très important, parce qu'on a quasiment tous les collaborateurs qui ont participé. Il y a eu 36 projets qui ont été proposés. Donc l'idée, c'est de faire progresser l'entreprise avec des idées qui viennent des collaborateurs, c'est ça? Oui, tout à fait. Et là, on a eu vraiment un fort engouement. Et du coup, on a relancé, là, ça fait 10 jours, un appel à projet sur le thème justement de la RSE. D'accord. Pour que ce soit eux, nos collaborateurs, qui proposent et qui mettent en œuvre leurs idées et leurs projets. Et donc, en fait, chaque collaborateur dispose de 15 € par mois. Et avec ces 15 €, ils peuvent financer les projets qu'ils souhaitent voir se concrétiser. D'accord. Donc, ils ont un budget. Par des groupes de collaborateurs. Génial. Voilà. Et donc là, il y a 4 thématiques, justement, qui sont en lien avec c'est notre émission, nos échanges, qui sont l'écologie et l'environnement, la solidarité, le fait d'apprendre autrement et la cohésion. D'accord. Et donc, voilà, effectivement, vous me reposiez la question par rapport aux collaborateurs. Donc, effectivement, on sent un fort engagement de la part de nos collaborateurs, parce que pour nous, en fait, on met vraiment en avant ce qu'on appelle la symétrie des attentions. Et donc, ce qui est vraiment important, c'est que nos collaborateurs soient satisfaits, soient engagés, soient enchantés, pour que derrière nos clients le soient également. D'accord, donc ça a des répercussions sur tout le monde. Anne-Laure, je crois que vous êtes très prise aujourd'hui. Vous nous avez gentiment accordé du temps, donc je vais vous libérer pour repasser la parole à nos invités qui sont avec nous. En tout cas, je vous remercie infiniment de ce témoignage qui est tout à fait concret. Et puis on va suivre les projets et les idées des collaborateurs de Garance, notamment sur votre site, par exemple. Oui, je vous invite à aller voir notre site. N'hésitez pas à aller voir la page, effectivement, Garance. On mettra en lien sur la page Facebook de l'émission, il n'y a pas de problème. Voilà, merci beaucoup, Anne-Laure. Merci à vous. À bientôt, au revoir. Au revoir. Alors, des exemples effectivement très concrets donc d'application, de déclinaison de la RSE dont on parle aujourd'hui. Et je vais me tourner vers vous maintenant, Julien Brézin, puisque vous êtes avec nous, avec Salia Marié. Vous êtes directeur général donc de l'organisation dont Anne-Laure Taponi a parlé, donc qui s'appelle Great Place to Work. Vous êtes par ailleurs vice-président d'un think tank qui est Entreprise et Progrès. Votre organisation établit effectivement chaque année un classement des entreprises. En tout cas, il y a un classement pour la France. Donc les entreprises où il fait bon travailler, qui est la traduction littérale du nom de votre organisation. Donc 79 d'entre elles ont été mises à l'honneur en 2021. Alors sur quels critères vous vous appuyez pour en décider ? Alors en fait, le critère retenu est assez simple. Comme le disait Anne-Laure de Garance tout à l'heure, c'est un feedback des collaborateurs. Donc en fait, on va être amené à interroger l'ensemble des collaborateurs, ici de Garance ou d'une autre entreprise qui ferait appel à nous. Et en fonction de leurs réponses, soit ils répondent positivement jusqu'à un certain niveau, et à partir de ce certain niveau, ils peuvent être certifiés, soit ils ne répondent pas positivement, et l'entreprise peut se mettre en mouvement pour progresser, pour que, au fur et à mesure, l'entreprise s'améliore.
Donc ça va permettre de mettre en avant un certain nombre de paramètres, on va dire, sur lesquels une entreprise peut travailler pour améliorer effectivement la perception, on va dire, positive que les collaborateurs ont de cette organisation. Exactement. Donc là, la logique, c'est de partir sur un critère que nous, on a déterminé, qui académiquement, on a beaucoup de recherches derrière et est extrêmement probant, qui est de dire une expérience collaborateur, elle est de qualité si elle est fondée sur une seule chose, la confiance qu'il va ressentir. Si vous, dans votre organisation, vous vous sentez bien, c'est parce que vous avez un niveau de confiance avec vos pairs, avec votre management, si vous avez un niveau de fierté aussi. Et ces éléments-là, on vient quelque part les diagnostiquer, analyser collaborateur par collaborateur, et c'est cette somme-là qui donnera un plan d'action à l'organisation pour progresser. On pourrait croire que ce sont que c'est une méthodologie qui est réservée aux très grosses structures, et en fait pas du tout, puisque vous avez un classement qui est par groupe, par taille. Quand on est une PME, on peut prétendre devenir un endroit où il fait bon travailler. Quelle que soit la taille de l'organisation, qu'on soit une entreprise publique, une entreprise privée, une entreprise entre les deux. Nous, par exemple, là, on vient de certifier un URSSAF en Picardie. D'accord. Donc, vous voyez, toutes les entreprises ont besoin de confiance. Bien sûr. Et toutes les organisations associatives ou autres pourraient aussi avoir besoin de confiance. Enfin, elles ont besoin de confiance et pourraient être éligibles à la certification Great Place to Work. Donc, il y a un lien entre la confiance et la satisfaction au travail. C'est ce qu'on constate, nous, à travers plus de 60 études qui ont été pas menées par nous, Great Place to Work, qui ont été menées par des universitaires. Je vous invite à lire le livre que Claudia Sénic vient d'écrire, qui est une grande prof de la Sorbonne que je connais pas du tout, et qui a écrit un super livre. Non, je connais son livre, mais pas elle. Vous voyez, c'est pas, il n'y a pas d'influence, il n'y a pas d'intérêt de ma part. Et elle a écrit un bouquin extraordinaire sur la qualité de vie au travail, ce qui compte vraiment, et en gros, c'est la confiance. Ouais. Et pour nous, c'est vraiment un appel à continuer ce travail. On a besoin à la fois d'entreprises qui se fassent diagnostiquer, et puis surtout qu'elles progressent. Qu'est-ce qu'attendent vos collaborateurs? C'est pas que vous ayez un prix, Great Place to Work. Bien sûr. C'est que ça s'améliore. Parce qu'on a toujours moi je suis toujours un peu sceptique, et il y a eu quelques voix dissonantes par rapport à ces thématiques, parce que est-ce que vraiment le bonheur au travail, c'est quelque chose qui se décide? Alors moi, je crois pas du tout au bonheur au travail. On est d'accord. Non. D'accord, moi, je crois juste à une expérience positive du fait de travailler. On y passe pas mal de temps. L'objectif, c'est pas forcément que ce soit la source de notre bonheur. Mais par contre, si on peut s'y épanouir, apprendre des choses, rencontrer des gens extraordinaires, se développer, se faire challenger, grandir, c'est formidable. Donc, profitons de ce moment-là pour essayer d'aider les collaborateurs et les collaboratrices à se développer dans le monde de l'entreprise, à apprendre dans le monde de l'entreprise. Et là, je pense que pour pouvoir se développer, tout ça repart sur une base de confiance. Et donc, il faut diagnostiquer régulièrement la confiance. Donc ce que disait Anne-Laure Taponnier tout à l'heure, c'est que c'est pas un coup de com', hein, c'est forcément un travail sur la durée. C'est-à-dire qu'on peut pas trop tricher. C'est la question que je vous avais posée quand on a préparé l'émission. Non pas que je doute de votre méthodologie, mais est-ce que c'est pas facile pour une entreprise de faire comme si, et puis une fois qu'on a le label ou la certification, bon, que les vieux travers reviennent, vous veillez au grain? Alors, on veille au grain, et ce qu'on dit surtout aux entreprises, c'est faites-le en sincérité. D'accord. C'est-à-dire, si vous le faites parce que vous voulez progresser. Faites ce diagnostic, quelque part, engagez-vous dans une démarche sincère qui est de dire, OK, je veux que mes collaborateurs vivent une expérience de qualité, pour que mes clients vivent une expérience de qualité, et pour qu'à la fin, l'entreprise, elle gagne des sous. On est des doux rêveurs, mais on est aussi là pour que ça fasse du bon business pour les entreprises, pour que tout le monde y gagne, que les collaborateurs y gagnent, que l'État s'y retrouve, que évidemment l'ensemble du tissu économique s'y retrouve. Ce qui est important, c'est que chaque partie prenante doit être mesurée, diagnostiquée, améliorée. D'accord. On avait fait il y a quelques mois avec Juliette Tournant une émission sur la bienveillance au travail, et on a retrouvé cette idée dont on a déjà un peu parlé, c'est que ce que vous appelez l'expérience collaborateur, ça va se traduire très concrètement. Donc par exemple une fidélisation des collaborateurs dans une structure, c'est-à-dire on va dire moins de turnover. On sait que le turnover ça coûte cher parce qu'il faut recruter, donc c'est du temps, c'est de l'argent, de la formation, enfin tout ce qu'on veut, donc ça coûte cher. Vous faites
cette même observation, c'est-à-dire que quand on est dans une entreprise dans laquelle il fait bon vivre, les gens restent et sont performants, c'est-à-dire que c'est pas, c'est pas antinomique. Au contraire. Ouais. Au contraire, je crois vraiment à cette force de se dire que les collaborateurs sont un acteur essentiel de la réussite économique de l'organisation, et donc il n'est pas du tout antinomique de dire que s'ils sont bien, ils innoveront. S'ils se sentent en confiance, ils prendront des risques, donc ils iront plus loin que leurs attendus classiques. Il y aura moins d'absentéisme, il y aura moins de turnover, il y aura moins d'accidents. N'oublions jamais qu'on ne parle pas qu'il y a des gens qui sont dans des univers de bureaux où l'accidentologie est faible. Mais dans le retail, par exemple, vous avez des endroits où malheureusement il y a encore beaucoup d'accidents. Nous, on voit 4, 5, 6 points d'écart. Quand vous connaissez le coût moral, le coût financier, le coût humain d'un accident dans le travail, c'est absolument extraordinaire comme lien à faire. Donc nous, on fait ces business cases, on appelle ça un peu, excusez-moi pour le jargon, mais pour essayer de montrer la corrélation statistique, c'est-à-dire le fait que quand vous faites bouger l'expérience collaborateur, vous faites bouger les indicateurs ressources humaines, absentéisme, etc., dont on vient de parler, les indicateurs d'expérience pour les clients et les indicateurs financiers. Et ce qui est important, c'est cette corrélation, ce lien que vous faites. Et là, on est certain aujourd'hui, évidemment, que ça fonctionne. D'accord. Alors, depuis un an, on a vu que la crise sanitaire et puis l'explosion du télétravail a remis en question une manière de fonctionner, et notamment ça a beaucoup réinterrogé le management. Manager à distance, c'est compliqué. Qu'est-ce que vous conseillez, qu'est-ce que vous préconisez justement par rapport à cette expérience collaborateur? Vous avez travaillé notamment sur ce que vous appelez le smart working. Alors je suis désolée des anglicismes à l'avance, mais comme vous allez nous l'expliquer, on va tout de suite comprendre de quoi il s'agit. Alors le télétravail et l'expérience collaborateur, comment ça fonctionne là depuis un an? Quel recul on peut avoir? Le premier élément, je suis désolé de me répéter, mais c'est vraiment sur la confiance. Ouais. Quand vous dites à vos collaborateurs, va travailler chez toi pour des raisons sanitaires, ou va travailler chez toi parce que c'est mieux pour ton organisation, etc., le premier geste que vous faites, c'est un geste de confiance. Donc les organisations qui étaient en avance sur cette confiance, j'ai envie de dire qu'elles l'ont vécu sans trop de difficultés. Il y en a pour qui ça a été une sidération quand même. C'est-à-dire que ça a été un changement de paradigme du jour au lendemain. Il y en a énormément pour lequel ça a été une sidération. Et là, vous insistiez sur un élément qui est essentiel, qui est le rôle du management intermédiaire et du management de proximité dans cette période. Moi, ce que j'ai vu de mes yeux, moi, je suis assez admiratif de la façon dont les entreprises, la plupart des entreprises que j'ai pu voir, ont géré cette crise en étant extraordinairement solidaires, en prenant les dossiers à bras-le-corps et en essayant effectivement d'être le plus efficace possible pour protéger leurs collaborateurs et leurs collaboratrices. Derrière, elles ont effectivement modifié leur culture managériale en s'approchant, en travaillant la proximité. Proximité, j'ai envie de dire presque physique. Alors, elle n'était pas physique à l'époque, mais difficile à distance, ouais. À distance, le plus possible. Écoute, humilité managériale et un niveau de communication qu'on n'a jamais vu, avec des dirigeants qui s'adressaient d'un seul coup, grâce aux nouveaux outils, à l'ensemble des collaborateurs. Néanmoins, il faut faire attention. Il y a aussi dans les organisations des collaborateurs et des collaboratrices qui, eux, n'étaient pas protégés. Ils restaient sur le terrain. Oui. Et il faut faire très attention. On parlait tout à l'heure avec Garance d'inclusion, à faire attention à ce que les entreprises ne s'écartèlent pas de cette façon-là. Et là aussi, ça suppose que le management prenne bien conscience des différents vécus par les différents collaborateurs et collaboratrices et que chacun et chacune puisse être écouté, entendu et s'améliorer. Donc nous, dans notre cadre du smart working, ce qu'on dit, c'est ce qui est très important, c'est évidemment les outils. Si vous n'avez pas d'outils, c'est difficile. Évidemment. Donc les outils numériques essentiellement. Les outils numériques et leur maîtrise par tous et par toutes. Oui. N'oublions jamais, on pense toujours à la fracture numérique, on pense toujours aux personnes qui ont 55 ans et plus. C'est absolument pas vrai. Il y a 10% aujourd'hui de la population des moins de 20 ans qui ne maîtrisent pas les outils numériques. Incroyable. Donc c'est incroyable. On a l'impression de se battre avec les gens sur leur tablette, mais les enfants sur leur tablette. Mais non, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ne sont pas sensibilisés, qui ne savent pas le gérer. Donc les outils. Le deuxième élément, c'est un cadre, effectivement, un cadre de sécurité, un élément contractuel aussi, qui viendra
Et le dernier élément, mais qui est le fondamental, c'est les pratiques managériales que vous évoquez. C'est celles-ci où les entreprises ont eu le plus de mal. Et je crois que les entreprises qui sont Great Place to Work, c'est-à-dire qui ont mis la confiance au cœur, ont cette capacité à mieux gérer ce type de crise. Bien. Les outils ont aussi parfois leurs limites. Depuis quelques semaines, là, on voit sortir pas mal d'articles sur ce qu'on appelle la visionnite, c'est-à-dire l'excès de visioconférence, puisque, alors je parle essentiellement pour les gens qui travaillent dans le service ou à distance, bien évidemment, ça vaut pas pour les gens qui sont vraiment dans l'industrie, mais en tout cas, cette multiplication de réunions. Alors avant, la France avait la réunionnite. Hier, je suis allée rechercher un article du Figaro qui disait qu'auparavant, on passait 24 jours par an en réunion dans les entreprises françaises. Aujourd'hui, c'est parfois 7 heures de Teams, de Zoom ou de Whereby. Comment on fait pour pas s'user? Comment on garde l'équilibre vie professionnelle, vie privée dans ces moments-là? C'est un énorme enjeu, c'est celui justement de s'arrêter. Voilà, savoir dire stop. Et là encore, le rôle du manager, il est vital. Le rôle du manager, il est vital pour aider les collaborateurs et les collaboratrices qui, à un moment, sont perdus et ne savent plus faire cette différence. Vous vivez chez vous, vous travaillez chez vous, le soir vous rallumez votre ordi, pour ceux qui ont ce type de travail et pour lequel c'est faisable, il y a un mélange terrible qui peut se faire. Donc il faut faire absolument attention à ces éléments-là, d'où l'importance du droit à la déconnexion. Oui. Déconnectons-nous de temps en temps, déconnectons-nous, n'envoyons pas des mails à 22h, ou même à 8h le soir, faisons attention. Et là encore, rôle du manager, rôle d'exemplarité, rôle, à un moment, dans votre signature de mail, de dire, attendez, quel que soit l'horaire auquel vous recevez cet email, vous n'êtes pas obligé de répondre. Des choses très simples comme ça qu'il faut faire, qui viennent signer votre volonté, vous, manager, vous, collaborateur, de prendre soin de ces... De mettre l'autre à l'aise. De mettre l'autre à l'aise. Et de savoir s'arrêter à temps et de faire des pauses. On va en faire une tout de suite. Au plus j'ai la haine, au plus ils me font de la peine. Ce n'est pas un drame si je ne fais plus la fête. Ou si sereine, nous fais-tu juste la guerre. La vie est une chienne qu'il faut tenir en laisse. Vivre me hante, tout ce qui m'entoure m'a rendu méchante. Si je rate, je recommence. Quand je suis triste, je chante. Ne jamais tout donner de moi. Dans ce monde, c'est le diable qui est roi. Elles me disent que j'ai la poisse. L'accabar devient loup, ça part. Seul. Si je pouvais, je vivrais seul, loin des problèmes et des dilemmes. Na, 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 na. Si je pouvais, je vivrais seul, loin de mes chaînes et des gens que j'aime. Na, 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 na. Si je pouvais, je vivrais seul, loin des problèmes et des dilemmes. Na, 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 na. Si je pouvais, je vivrais seul, loin de mes chaînes et des gens que j'aime. Na, 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 na. Si jamais je freine et que je ne fais plus de scène, laissez-moi à l'arrière pour qu'à la source je me baigne. Ma blessure saigne et le sang monte à la tête. Je reste la même et ce quoi qu'il advienne. Au plus j'ai la haine, au plus ils me font de la peine. Ma peau n'est pas noire, elle est couleur ébène. Douce et sereine, nous fais-tu juste la guerre. Tu n'es pas parfaite, ton erreur reste humaine. Seul, je veux être seul. Si je pouvais, je vivrais seul, loin des problèmes et des dilemmes. Na, 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 na. Si je pouvais, je vivrais seul, loin de mes chaînes et des gens que j'aime. Na, 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 na. Si je pouvais, je vivrais seul, loin des problèmes et des dilemmes. Na, 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 na. Si je pouvais, je vivrais seul, loin de mes chaînes et des gens que j'aime. Na, 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 na. Au plus j'avance, au plus je les devance. Tant pis si tu ne suis pas la cadence. Je ne sais même plus sur quel pied je danse. Encore un acte trop frais, ça dérange. La mélodie me berce et me ronge. Chaque mot me perce et dont je plonge dans les profondeurs de mes songes. Je nage, me noie dans la pénombre. Si je pouvais, je vivrais seul, loin des problèmes et des dilemmes. Na, 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 na. Si je pouvais, je vivrais seul, loin de mes chaînes et des gens que j'aime. Na, 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 na. Si je pouvais, je vivrais seul, loin des problèmes
problèmes et des dilemmes. Na, 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 na. Si je pouvais, je vivrais seul, loin de mes chaînes et des gens que j'aime. Na, 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 na. Seul, 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 je veux être seul. Vous nous écoutez toujours dans les temps modernes sur l'antenne de Fréquence Protestante. On vient d'entendre Youth and the Yakuza avec Dilemme. Il n'est pas question de dilemme aujourd'hui, mais au contraire de ce qu'on peut faire de bien, de positif, de cohésion au sein des entreprises, puisqu'on parle de RSE, un acronyme qui symbolise la responsabilité sociale des entreprises. Alors à un moment on disait sociale, sociétale et environnementale. En tout cas, ce sont les trois piliers du développement durable. L'économique, c'est la vocation première des entreprises, mais aussi l'impact sociétal, donc avec par rapport aux salariés, aux collaborateurs, et puis environnemental. C'est notre thème du jour avec nos invités. Nous avons été assez longuement avec Julien Brézin. Julien, vous allez gentiment céder la parole à Salia qui est avec nous. Alors, ça sera un petit ping-pong, hein, on échangera aussi. Donc, Salia Marié, vous faites partie de l'agence Lucie, donc qui a mis en place un label qui s'appelle le label Lucie, et vous nous raconterez peut-être pourquoi il s'appelle Lucie, puisque ça n'est pas votre prénom a priori. Non. Donc pour les entreprises responsables, et vous allez nous dire ce que c'est que cette responsabilité, est-ce qu'on peut dire que dans la RSE, vous êtes plutôt le E de la RSE, vous êtes plutôt sur les aspects environnementaux? Alors non, on couvre tous les aspects de la RSE. Formidable. Donc parlez-nous un peu de cette mission. Alors notre mission chez Lucie, c'est de permettre à toute organisation, que l'on soit une entreprise, une association, une collectivité, de s'engager justement dans la responsabilité sociétale à travers plusieurs solutions. Donc pour développer son impact positif à travers des outils, notamment pour s'inspirer des meilleures bonnes pratiques RSE. On a une plateforme de bonnes pratiques RSE. J'ai vu qu'il s'appelait Lucifer. J'adore. Tout à fait. Ça laisse pas indifférent, mais je précise bien en 2 mots. Lucie en 2 mots, mais même en un, pour c'est passer bien à l'action. Tout à fait. On propose aussi de la formation, parce qu'on sait que pour diffuser la RSE, ça passe par la montée en compétences des acteurs. Et donc, on a un centre de formation chez Lucie qui propose de se former sur la RSE. On propose aussi de l'accompagnement par des experts. Donc, on a plusieurs partenaires, plus d'une centaine d'experts partenaires partout en France pour accompagner les organisations. Et enfin, on propose des labels. Un label pour couvrir tout le périmètre de la RSE, le label Lucie 26000. Et aussi, on propose des labels thématiques pour les entreprises qui veulent s'engager sur certaines thématiques, comme le numérique responsable ou la biodiversité. D'accord. Alors justement, ça peut être quoi ces thèmes? Donc le numérique responsable. Alors, on pourrait penser que le numérique, c'est quelque chose qui économise de l'énergie, et en fait, on se rend compte que pas du tout. Et non, parce que le numérique a aussi une empreinte environnementale, donc des émissions carbone qui sont immatérielles. En fait, il faut conserver les données. Voilà, ouais. La conservation, l'utilisation des données, mais aussi la fabrication de tous les matériels qui servent le numérique, les serveurs, les ordinateurs. Donc tout ça, c'est bien matériel, et donc il faut beaucoup de ressources naturelles pour fabriquer tout ça, et donc beaucoup d'énergie aussi. Et donc il y a derrière beaucoup d'émissions de CO2, et donc ça contribue notamment au réchauffement climatique. Donc parfois l'enfer peut être pavé de bonnes intentions. On pense qu'en digitalisant, on va avoir un impact sur l'environnement, et en fait pas forcément. C'est pour ça qu'il faut être accompagné. Il faut être accompagné, il faut prendre le numérique comme un outil et non pas comme une finalité. C'est-à-dire qu'on va tout digitaliser parce que c'est pratique, on a accès à tout à n'importe quel moment. En fait, il faut le prendre comme un outil pour, au contraire, faire des économies d'énergie, être plus efficace, mais aussi ne pas l'utiliser de manière trop importante pour ne pas gaspiller justement les ressources, faire durer le plus longtemps possible, notamment le matériel, ne pas le renouveler trop souvent pour ne pas gaspiller les ressources. Est-ce que ça signifie donc que vous êtes amené à édicter ce que j'appellerais des bonnes pratiques ?
Alors, on définit en fait des exigences à travers des référentiels. Donc, notamment derrière le label numérique responsable, il y a un référentiel qui définit le cadre de ce que c'est que le numérique responsable. Et bien sûr, il y a des bonnes pratiques aussi pour donner des exemples concrets pour s'engager dans ce type de démarche. D'accord. On parle parfois de croissance durable. Moi, je me demande toujours si c'est pas un peu antinomique, justement. Est-ce que la croissance, ça peut se faire à moindre coût pour les ressources naturelles et pour l'environnement ? Alors, aujourd'hui, le problème de la croissance, c'est que notre modèle économique, il est basé sur une croissance infinie. Oui. Or, on est sur une planète où les ressources naturelles, l'énergie, est une certaine quantité qui est limitée. Et donc, au bout d'un moment, on se retrouve confronté aux limites de notre planète. Donc, croissance, pour qu'elle soit durable, il faut qu'on se développe tout en ayant conscience justement du long terme. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se développer à tout va en ne prenant pas en compte justement aussi les besoins des générations futures. C'est ça la définition à la base du développement durable, c'est répondre aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre à leurs propres besoins. Donc c'est avoir cette vision long terme du développement pour que ce soit justement durable. Sur votre site, vous dites que vous engagez des actions qui peuvent avoir un impact positif sur les hommes et les territoires. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples très concrets ? Comment ça peut se traduire, par exemple ? Alors, parmi les entreprises qui sont ou les organisations qui sont aujourd'hui labellisées chez l'agence Lucie, on a par exemple Restoria, qui est une entreprise labellisée de longue date et qui sont très engagés. Notamment, ils sont dans la restauration collective. D'accord. Ils ont développé un dispositif pour limiter le gaspillage alimentaire. Et donc, ils ont construit tout un parcours notamment dans les cantines scolaires, pour qu'il y ait le moins possible de gaspillage, en travaillant sur justement le déplacement des élèves quand ils vont se servir, en se basant sur l'achat de produits locaux et bio. Et donc ils ont réduit de plus de 90% le gaspillage alimentaire. Donc grâce à ça. Donc un impact très positif à la fois sur le plan environnemental et aussi pour leurs clients, ceux qui vont manger tous les jours dans leur cantine et restaurants collectifs, eh bien ils mangent mieux avec des produits locaux et bio. Et parfois du circuit court aussi, j'imagine. Circuit court, ouais, voilà. D'accord. On a par exemple un autre exemple, les établissements Cros, qui sont dans le domaine industriel. Ils sont dans le domaine de l'air comprimé. Ouais, d'accord. Rien à voir. Ouais. Eh bien, eux, par exemple, ils ont développé au lieu de vendre des machines pour comprimer l'air, eh bien, ils vendent un usage. Et donc, ils ont développé tout un service clé en main autour de ce service d'air comprimé. Et ils permettent à leurs clients d'avoir un service clé en main pour gérer cette partie-là. Donc, de ne pas être obligé d'investir et d'acheter l'outil, j'ai envie de dire, les machines, mais d'avoir de l'utilisation du service. Exactement. Et donc, du coup, leur modèle économique, il est plus basé sur vendre de plus en plus de machines et donc consommer de plus en plus de matières premières pour fabriquer ces machines, c'est de vendre un usage. Et donc, ils vont faire durer le plus longtemps possible leurs machines pour les mettre à disposition de leurs clients. Voilà. Donc, ce qui veut dire que quand vous accompagnez des entreprises, la réflexion, elle va se faire en amont par rapport aux fournisseurs, pendant le cycle, on va dire, de production ou de productivité, et même après. C'est-à-dire qu'une entreprise qui va fabriquer un produit, elle se demande même ce qui deviendra après ? Tout à fait. Dans l'idéal, c'est ce qu'il faudrait qu'on fasse. Dès lors qu'on a l'idée d'un produit, il faut qu'on pense tout de suite à comment il va finir sa vie. C'est-à-dire comment est-ce qu'on va pouvoir le réutiliser, le recycler, le réparer, etc. Donc c'est comme ça qu'on arrive du coup à optimiser le plus possible l'utilisation des ressources naturelles.
J'ai une question pour tous les deux. Est-ce que vous observez que, par exemple, les consommateurs, les utilisateurs, on parle aujourd'hui beaucoup de consommateurs, c'est-à-dire que finalement, l'acte d'achat, ça peut être aussi un acte citoyen. Et si j'ai le choix entre plusieurs entreprises, je vais peut-être en choisir, avec des produits équivalents, je vais en choisir une plutôt qu'une autre. Est-ce que pour le coup, le travail sur la QVT, la qualité de vie au travail, et puis le travail sur l'impact environnemental, c'est quelque chose qui va être sensible pour le consommateur? Ça peut être perçu? Alors oui, tout à fait, ça peut être perçu. Aujourd'hui, les consommateurs, on voit que se développent des mouvements de consommateurs qui vont dans certains cas boycotter certaines marques parce qu'ils considèrent qu'elle n'est pas assez éthique, ne s'engage pas suffisamment ou voire elle a des pratiques qui fonctionnent pas du tout. Voilà, tout à fait. Et puis on le voit aussi, les consommateurs se mobilisent pour des produits de plus en plus éco-responsables. Notamment, on le voit à travers le développement du bio. Par exemple, les consommateurs consomment de plus en plus de produits bio, de produits au circuit court, de produits de saison, etc. Donc voilà. C'est quelque chose qui a été d'ailleurs assez mis en avant, je trouve, pendant la crise sanitaire, justement par rapport à cette proximité. Julien Bressin, je pensais à autre chose par rapport aux entreprises. On sait qu'il y a les salariés aussi notent leurs entreprises, notamment sur certaines applis qui existent. Donc pour le coup, avoir cette bonne expérience collaborateur, à ce moment-là, ça va compter. Ça va les nourrir. Je reviendrai juste peut-être sur la notion de sens. Aujourd'hui, nous, on vient de faire un gros sondage auprès de 4000 Français. Il y a 85% des Français qui attendent que les entreprises soient actrices, soient acteurs essentiels de la transformation. Il faut savoir aujourd'hui que les Français attendent plus de la part des entreprises qu'ils n'attendent des ONG, des organisations non gouvernementales, qu'ils attendent des médias, qu'ils attendent du gouvernement, mais significativement plus. Et comme les entreprises sont de plus en plus grandes, elles ont un poids économique colossal, et donc elles ont une responsabilité qui devient de plus en plus colossale. La question est de pas savoir si elles en ont envie ou pas. La question, c'est que c'est comme ça. Donc il faut qu'elles s'en emparent. Et par rapport à votre question, tout à l'heure, pour moi, c'est une question de vie ou de mort pour les organisations. Dans 25 ans, dans 30 ans, je ne sais pas quel est le délai, mais les entreprises devront avoir... C'est une tendance lourde. Le processus est en marche. Le processus est irrémédiable. Ouais. Et fort heureusement. Encore une fois, aujourd'hui, quand vous regardez les 20 plus grosses organisations mondiales, les 20 plus grosses puissances financières mondiales, je crois qu'il y a 14 entreprises, 6 États. Oui, c'est ça. Donc aujourd'hui, les entreprises ont plus de poids que plein d'États. Elles ont des chiffres d'affaires qui valent un PIB. Qui valent le PIB, mais pas d'un tout petit pays, de la Belgique, vous voyez, de pays, de gros pays. Donc elles ont un rôle à jouer qui devient essentiel. Et donc évidemment, pour attirer des collaborateurs, pour conserver des talents, vous avez besoin d'être, sinon irréprochable, mais au moins d'être dans une situation d'amélioration continue. Et c'est ce qu'on voit avec Lucie, c'est ce qu'on voit avec Great Place to Work, c'est ce qu'on voit avec toutes les démarches. C'est mesurer, améliorer, mesurer, améliorer, mesurer, améliorer. Elles le font avec leur PNL, elles le font sur la partie finance. Il faut que les entreprises doivent le faire aujourd'hui sur ce qu'on appelle des indicateurs extra-financiers, c'est-à-dire leur impact environnemental, et là il faut le mesurer, leur impact social, il faut le mesurer. Mais nous, Great Place to Work, on est sur le S, mais il y a plein d'autres organisations, plein d'autres boîtes qui le font très bien aussi, et l'objectif c'est juste de s'améliorer. Salia Marié, est-ce que vous avez l'impression parfois que certaines entreprises viennent vers vous avec, on va dire, une intention un peu de greenwashing, c'est-à-dire de se dire, bon, il faut qu'on se mette justement dans cette tendance de l'écologie, de l'intérêt à l'environnement, donc on va faire comme si. Est-ce que c'est pas un peu le risque ? Alors ça existe toujours, évidemment, le greenwashing, c'est une réalité. Mais lorsque on vient nous voir chez Lucie, c'est qu'il y a derrière une vraie envie de s'engager, une prise de conscience. Et de toute façon, ceux qui viendraient que par souci de greenwashing se rendent bien compte que s'ils s'engagent dans une labellisation, par exemple, ça va forcément les engager réellement
engagement. C'est-à-dire qu'ils pourront pas faire semblant. On peut pas tricher. Voilà. Pas longtemps en tout cas. Tout à fait. Donc ils passeront pas forcément déjà par la formation, ils devront se former pour vraiment comprendre ce qu'il y a derrière la responsabilité sociétale, prendre conscience de leurs propres enjeux par rapport à leurs activités, ou se diagnostiquer, faire un état des lieux de où est-ce qu'ils en sont aujourd'hui, quelles sont les pistes d'amélioration, qu'est-ce qu'ils peuvent améliorer. Ensuite, ils sont évalués par des tiers externes, donc notamment chez nous, on a un partenariat avec Bureau Veritas et une autre structure qui s'appelle RSE Val, donc il y a une évaluation sur site. On vient vérifier qu'effectivement et interviewer les parties prenantes internes et externes pour savoir si effectivement l'entreprise a bien mis en place les actions sur lesquelles elle s'était engagée et quelles sont les pistes d'amélioration qu'elle peut ensuite mettre en place. Et cette évaluation régulière, tous les 18 mois en moyenne, va faire que l'entreprise va toujours progresser et ne va jamais se reposer sur ses lauriers. C'est-à-dire que avoir le label Lucie, c'est pas une finalité, c'est le début du chemin. C'est un parcours qui va se poursuivre longtemps. Il faut être prêt, il faut qu'il y ait une volonté, c'est-à-dire il faut être prêt à s'engager sur la durée. Est-ce que ça vous arrive l'un comme l'autre de rencontrer de temps en temps, puisque c'est souvent une volonté quand même qui vient du management ou du CODIR, j'imagine, mais de tomber à certains moments sur des blocages, c'est-à-dire des personnes, des individus, des managers, des services qui disent nous on n'a pas envie, c'est chronophage, on voit pas l'intérêt, on préférerait être augmenté plutôt que l'entreprise mette de l'argent sur ces thématiques qui n'ont rien à voir avec nos métiers de base. Voilà. Est-ce que de temps en temps il y a des blocages de ce type ? Ah ben on les voit très très souvent. Ouais. Toutes ces remarques-là, on les a régulièrement, mais en fait c'est parce que il y a nécessairement de la pédagogie à faire pour expliquer. Déjà que la RSE c'est pas une couche supplémentaire qui va venir se rajouter à ce qu'on fait. Ça peut être le risque d'être vu comme une norme en plus, donc ça veut dire du temps en plus, des obligations en plus pour les managers. C'est à travers son métier dans l'entreprise. Quand on va être dans le service des achats, eh bien on va travailler sur les achats responsables avec les fournisseurs, faire en sorte d'avoir des fournisseurs locaux qui soient eux-mêmes engagés sur le plan sociétal. Quand on est dans les finances en tant que DAF, eh bien on va aussi, comme le disait Anne-Laure Taponnier, réfléchir sur les placements financiers et donc on va regarder quels sont... Ça c'est impressionnant, hein, sur la finance, ça fait une vraie différence. Il y aura une vraie émission complète à faire là-dessus, sur la finance verte, la finance éthique, responsable. Il y a des vrais choix, c'est-à-dire que l'argent n'a pas le même prix, entre guillemets, partout, indépendamment de son rendement. Nous, au mois de septembre, pour Great Place to Work, on a signé un accord avec un fonds d'investissement. Un gros fonds d'investissement, je peux le nommer puisqu'on a fait, qui s'appelle Ekio Capital. Ekio Capital, ils ont décidé, dans leur stratégie et dans leur logique RSE, de diagnostiquer 100% de leur participation avec la méthode de Great Place to Work. Parce qu'ils sont convaincus que c'est bon pour l'entreprise, que c'est bon pour les collaborateurs et que c'est bon pour l'actionnaire. Et donc ils se disent, mais attends, en fait, il faut juste aligner, excusez-moi l'expression, les petits canards qui marchent les uns derrière les autres pour que ça marche dans le bon sens. Donc là aussi, l'idée n'est surtout pas de diaboliser les fonds d'investissement, les financiers. C'est juste que tout le monde puisse mesurer pour, encore une fois, améliorer. Aujourd'hui, pourquoi on regarde les comptes de résultats ou les bilans des organisations? C'est facile, c'est mesurer. Tout ça, c'est ramené à de l'argent. C'est concret. C'est très concret, c'est simple, c'est comparable. Donc, il faut trouver des normes qui soient simples, comparables, extra-financières, pour mesurer quel est votre impact du point de vue environnemental, quel est votre impact du point de vue social. Et rentrer dans cette amélioration continue. Finalement, ces critères extra-financiers, c'est un peu comme les soft skills dont on parlait tout à l'heure, mais appliqués à l'entreprise. Exactement. C'est-à-dire ce savoir-être de l'entreprise qu'elle va mettre en avant. Et sur des valeurs, tout à l'heure Anne-Laure Taponnier, elle parlait beaucoup des valeurs, ça c'est important. Justement, dans le choix des valeurs, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous conseillez aux entreprises dans ces moments-là on dit toujours l'humain au cœur des organisations, mais j'ai toujours l'impression que c'est quelque chose qui est un peu une scie, enfin c'est un peu, mais concrètement ça peut représenter quelque chose. Oui, ça peut représenter tout à fait quelque chose et à travers l'engagement dans la responsabilité sociétale, justement, on va définir ses valeurs.
on va réfléchir ensemble sur qu'est-ce que sont nos valeurs, de quoi est-ce qu'on est fier dans notre entreprise, quel est notre impact, quelle est notre contribution sur le plan social, sur le plan environnemental. Et c'est comme ça qu'on va construire de nouvelles valeurs et qui vont beaucoup plus être porteurs de sens et justement générer cette fierté, cette motivation, cette confiance auprès des collaborateurs et plus largement auprès des clients, des fournisseurs, des partenaires de l'entreprise. Donc la RSE peut venir créer une vraie culture, des valeurs qui pourraient être manquantes dans une entreprise et qui apporteraient du coup un supplément d'âme, on va dire, à l'entreprise. C'est ce fameux sens dont on parle beaucoup en ce moment. Justement du fait de la distanciation avec le télétravail, une espèce de délitement du sens, chacun fait des segments, des morceaux du métier sans forcément voir ses collègues, alors qu'avant, même quand on était dans un open space, on arrivait quand même à échanger assez facilement. Là, tout est un peu cloisonné, compartimenté, le sens, c'est ce qui peut remettre du liant. Tout à fait. Ça passe aussi par le management. Le management, c'est vraiment un vecteur très important. Le management participatif, c'est-à-dire au lieu d'avoir une personne qui décide pour tout le monde, c'est d'impliquer tous les collaborateurs dans le processus de réflexion, de prise de décision. Donc donner de l'autonomie, de la responsabilité aux collaborateurs, et c'est là qu'ils vont du coup se sentir comme vous le disiez Julien, la confiance et oser du coup entreprendre, mener des initiatives, etc. Et c'est ce qui va générer de l'innovation dans l'entreprise. C'est permettre aux collaborateurs d'être acteurs de leur travail plutôt que d'être passifs et d'avoir un management qui va les contrôler, les superviser tout simplement. Mais ce côté management participatif, ou alors on peut l'appliquer à la démocratie participative, je me demande toujours si c'est pas quelque chose qui peut être, ce que je vais dire un peu difficile, mais peut-être un peu naïf au départ, en se disant mais est-ce que ça fonctionne sur la durée ? Est-ce qu'il n'y a pas un moment où il y a quelqu'un qui dit mais non, c'est moi le boss et je reprends le lead Alors participatif, ça veut pas dire personne pour guider. Le manager, ça veut pas dire aussi que tout le monde parle en même temps, ou ça devient difficile de savoir où on va, parce qu'il faut quand même donner une direction à un moment. Donc, comme on arrive à doser tout ça, ça doit être assez subtil. Eh bien, il faut écouter. Ouais. Le rôle du manager, c'est de synthétiser et ensuite à partir de toutes les idées qui ont été proposées, de dire ok, celle-ci semble être la meilleure option et on décide ensemble Et le rôle du manager, c'est surtout de prendre sur ses épaules l'échec. Pas le succès. Oui, ça on l'a vu dans la bienveillance au travail, c'est génial, c'est-à-dire de voir aussi ce droit à l'échec. Alors ce droit à l'échec est surtout dans le processus de décision quand vous faites rentrer différentes parties prenantes, quand vous avez pris la décision en tant que manager, vous endossez la responsabilité et donc la responsabilité de l'échec. Les succès sont pour les équipes, les échecs sont pour les managers. Un manager, c'est quelque part quelqu'un qui doit se mettre avec humilité au service de la réussite du collectif. C'est un fusible finalement. Non, c'est pas un fusible. Alors il doit pas si moi je vous dis exactement comment je le définis, c'est un peu terrible, vous m'excuserez pour cette image, mais je dis qu'un manager c'est un vide ordure. Son rôle, c'est venir délester ses collaborateurs des problèmes qu'ils assument. Et lui, son rôle, évidemment, le manager, son rôle c'est d'assumer, de prendre tout ça. Et pour permettre aux collaborateurs de marcher plus vite, de gravir la montagne plus vite, d'innover plus vite, mieux, de manière plus intelligente, au service de la réussite du collectif. Donc, surtout pas le manager omniscient qui va vous dire ce que vous allez à faire et qui va vous donner le rôle. Tout à l'heure, vous donniez un exemple très important sur les valeurs. Les valeurs, la première chose, c'est surtout pas une histoire de réunion de comité de direction quelconque qui vient descendre des valeurs vers l'organisation. Je vous rejoins parfaitement. Ce qui est vital, c'est que ça soit un travail qui soit fait avec les équipes, avec l'ensemble des collaborateurs, pour faire émerger ce qui est vital, ce qui fait la substantifique moelle de l'organisation.
Parce que c'est vrai que dans des organigrammes, on va dire de management un peu à l'ancienne, le manager, c'était souvent celui, on va dire, qui avait le plus grand niveau de technicité. Mais c'était pas forcément le meilleur en relationnel, justement, ou en cohésion d'équipe. Donc ça veut dire que ce sont des compétences nouvelles. On revient à ce que disait Anne-Laure tout à l'heure sur les soft skills. Ouais. C'est savoir, le manager n'est pas le sachant. Le manager est l'aidant. Celui qui vient nourrir et rendre possible le succès de l'équipe. Et qui s'efface. Oui, donc ça, c'est ce délicat équilibre, en tout cas, entre prendre en compte l'humain, prendre en compte le rendement, le profit de l'entreprise, qui est bien évidemment aussi sa finalité, mais ce que vous dites aussi, une mission nouvelle, qui est presque l'équivalent d'une mission de vie, c'est d'avoir ce rôle économique, écologique et environnemental et sociétal. Alors, on arrive au terme bientôt de cette émission. En tout cas, je remercie nos invités pour leur participation. Alors, vous retrouverez les coordonnées, les différentes adresses et les portraits de nos invités sur la page Facebook de l'émission Les Temps Modernes. Donc, on vous invite vivement à vous y connecter. Vous le savez peut-être aussi, notre émission, vous pouvez la retrouver en podcast, non seulement sur le site de Fréquence Protestante, mais également sur les principales plateformes de podcast. Donc je vous invite à les partager, à les faire écouter à vos amis, notamment aux managers qui auraient quelques difficultés encore, à être aussi à l'écoute qu'il faudrait avec leurs équipes, à défaut peut-être d'être des videurs durs. Donc merci Julien Brézin en tout cas de votre participation. Merci Salia Marié. Nous on se retrouvera pour la prochaine émission, ce sera le 24 mai. On parlera sans doute de médiation et on verra comment la médiation, alors on parlait tout à l'heure de dilemme, mais en tout cas peut éviter parfois les conflits, que ce soit en entreprise, mais aussi en famille. Donc la prochaine émission sur la médiation. Alors d'ici là, n'hésitez pas donc à réécouter cette émission, à la faire partager à vos amis ou à l'écouter, à la télécharger en podcast. Et puis je vous souhaite bien évidemment une bonne soirée sur notre antenne.